je voudrais, eu égard à l'actualité, analyser le sujet de ce jour en 3 points. D'abord, je voudrais dire un mot sur l'actualité. Donc, analyse de l'actualité en 2 points. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 2 sujets d'actualité que je vais analyser. Deuxièmement, je situerai les responsabilités dans la gestion, la mauvaise gestion de la pandémie liée au coronavirus en Côte d'Ivoire. Et puis, troisièmement, eu égard à la période passerelle qui s'impose aux Ivoiriens après le 31 octobre 2020, je voudrais dire un mot. Je voudrais dire un mot là-dessus. D'abord, disons un mot sur l'actualité. L'actualité de cette semaine, de ces jours-ci en tout cas, est marquée par 2 points que je voudrais analyser, 2 sujets. Il y en a plusieurs, mais dans le cadre de cette réflexion, de cet échange, il y a 2 sujets qui me tiennent à cœur, que je voudrais analyser. Le premier sujet, quel est-il? Le mercredi 22 avril 2020, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a produit une déclaration, une importante décision, pas une déclaration, autant pour moi, qui a trait au mandat d'arrêt lancé par l'État de Côte d'Ivoire, donc par la justice ivoirienne, contre la personne de M. Guillaume Soro Kibafori, donc ex-président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Et la même décision évoque aussi les mandats de dépôt contre la plupart des personnes proches, des personnalités proches de M. Guillaume Soro. La décision est tombée le 22 avril dernier. Quelle est la teneur de cette décision? 3 éléments. 1. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples sort une décision provisoire, mais en réalité conservatoire. C'est-à-dire, en attendant d'aller traiter le sujet au fond, la Cour dit, avant d'aller plus loin, je demande, j'ordonne à l'État de Côte d'Ivoire, 1. de surseoir au mandat d'arrêt contre M. Guillaume Soro. 2. de surseoir au mandat de dépôt contre les députés et les personnalités proches de M. Guillaume Soro. 3. Je demande à l'État de Côte d'Ivoire, sous 30 jours, du 22 avril au 22 mai, de me faire rapport de l'application de ces mesures-là. Voilà ce que la Cour africaine a dit. Mais il y a une portée juridique. Il y a une portée juridique, d'un point de vue juridique, mais c'est une très belle victoire de M. Guillaume Soro et de son équipe. Bravo. Et d'un point de vue juridique, mais c'est une claque à l'État de Côte d'Ivoire. C'est une gifle à nos juristes, à nos juges. Donc l'État de Côte d'Ivoire est là, vraiment, j'allais dire, bon, humilié, c'est un fait, mais c'est un revers. C'est un revers. Énorme revers. Immédiatement, les réactions ne se sont pas faites attendre. L'État de Côte d'Ivoire, en attendant de réagir officiellement, de s'adresser à la Cour africaine, sort une position pour dire
le mardi 28, M. Guillaume Soro sera jugé. Une façon de dire, il sera bien jugé, même condamné. Donc déjà, même on sait qu'il sera condamné. Donc, voilà, mesdames et messieurs, chers compatriotes, la situation l'on peut se trouver avec cette décision qui est sortie à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Je crois que la réaction de l'État de Côte d'Ivoire est un message adressé aux Ivoiriens, particulièrement à l'opposition politique et à la société civile de Côte d'Ivoire, mais c'est un message qui s'adresse aussi à la communauté internationale. Donc, voici l'analyse d'un point de vue juridique, les retombées juridiques que je fais, et puis ensuite, il y a aussi des retombées politiques. Je le fais très vite. Au niveau judiciaire, le message qui est envoyé derrière le judiciaire à toute la classe politique ivoirienne et aux Ivoiriens, c'est que M. Alassane Ouattara n'est pas prêt à écouter les injonctions, les menaces, les décisions de justice venant d'ailleurs. Donc, la communauté politique ivoirienne, la société ivoirienne, la société civile ivoirienne, les Ivoiriens sont informés de ce que M. Alassane Ouattara et son régime n'ont que faire des décisions qui viennent d'ailleurs. Voici un monsieur qui a dit à la communauté internationale qu'il était lui-même partisan de la communauté internationale. Il a fait ses études à Pennsylvanie, aux États-Unis. C'est un homme de l'international. Il était mondialiste. Il était mondialiste. Et donc, avec lui, les Européens sont bien, la communauté internationale peut être tranquille. Il a même déporté le président Laurent Gbagbo devant la Cour pénale internationale. Parce que lui compose avec l'international. La décision qui est tombée là, c'est une décision de l'international. Parce que c'est une justice supranationale. Elle a donné une décision. Et voici la réaction de M. Ouattara. La communauté internationale est avertie. Vous savez, M. Alassane Ouattara, il utilise ses relations, il utilise les artifices internationaux quand cela peut lui servir, peut servir ses intérêts propres, peut lui être utile. Et donc, chers amis, je voudrais que la communauté internationale regarde très bien ce qui se joue en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Déjà, rappelez-vous que le 23 décembre 2019, lorsque la justice ivoirienne lance le mandat d'arrêt, Interpol déjà s'oppose à appliquer ce mandat d'arrêt. Donc, M. Guillaume Soro, en Europe, en France, ne sera même pas inquiété parce que Interpol considère, selon les textes d'Interpol, il y a un article qui dit clairement que Interpol ne rentre pas dans les considérations, dans les décisions politiques internes aux États membres, aux États partis à Interpol. Donc déjà c'était un premier revers. Et ici, la Cour africaine vient donner une décision, M. Alassane Ouattara ne veut pas l'appliquer. Je voudrais rappeler aux uns et aux autres, et surtout à la communauté internationale, que l'État de Côte d'Ivoire, la République de Côte d'Ivoire, est parti à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. C'est-à-dire que l'État de Côte d'Ivoire a adhéré, a marqué son adhésion à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Si ma mémoire est bonne, c'était en janvier, le 6 janvier 1992. La Cour africaine, la Charte africaine est adoptée en 1981 à Nairobi, au Kenya. L'État de Côte d'Ivoire a adhéré à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples le 6 janvier 1992. Et mieux, l'État de Côte d'Ivoire a adhéré au protocole additionnel à la Charte africaine qui crée la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, laquelle Cour est entrée en vigueur
C'est-à-dire qu'elle a commencé ses travaux le 25 janvier 2004. Notre pays a ratifié tous ces accords. Donc notre pays, en ratifiant ces accords, il se soumet à l'obligation de respecter ces accords-là. Et voilà que M. Ouattara refuse de s'exécuter. Quand je dis ça à la communauté internationale pour qu'elle voie qui est l'homme, Ouattara, en même temps, je voudrais interpeller je veux dire, la société ivoirienne dans sa globalité, mais particulièrement la communauté politique ivoirienne. Parce que dans cette même cour, devant cette même cour, le dossier relatif à la commission électorale indépendante est pendant là-bas. Et donc cette même cour va se prononcer. Mais rappelez-vous qu'elle s'est déjà prononcée en 2016. Lorsque APDH, Action pour la protection des droits de l'homme, a saisi cette cour, l'État de Côte d'Ivoire a envoyé ses avocats. Et la même cour a donné un avis pour dire la commission électorale indépendante doit être refondée. Elle doit être reformée en profondeur. Cela veut dire la loi électorale doit être revue. L'organisation, la composition de la commission électorale doit être revue. Donc la Cour africaine l'avait déjà fait. Et elle avait donné un an à M. Ouattara pour appliquer cette décision. Il ne l'a pas fait. Donc le débat a rebondi récemment. Lorsque l'opposition ivoirienne s'est saisie de ce dossier pour commencer à mener le combat. La décision que la Cour africaine vient de rendre en faveur de M. Guillaume Soro et de ses amis, c'est un appel, c'est un message que M. Ouattara envoie. Ce n'est pas la peine de rester là, chers amis ivoiriens, chers amis de l'opposition. Il ne sert à rien de rester là bras croisés en se disant que nous avons déposé le dossier devant la Cour africaine des droits de l'homme concernant la CEI. Nous attendons son verdict. Vous avez là la réponse de M. Ouattara. Même si la Cour africaine donnait un verdict pour demander encore à M. Ouattara de suspendre les activités de la commission électorale telle que nommée par M. Ouattara de façon unilatérale avec M. Kulbert Koulibaly à la tête, la Cour africaine, même si elle le faisait, M. Ouattara vous dit ce n'est pas son problème. La preuve, M. Ouattara, comment dire, elle a donné, donc cette Cour a donné un verdict, la preuve, elle a donné un verdict, et voilà que M. Alassane Ouattara, il dit la Cour africaine me donne injonction de surseoir à toutes mes activités. Je m'en vais vous dire que M. Soro Guillaume sera jugé. Le message est clair, chers amis ivoiriens, chers leaders politiques de l'opposition, le message est clair. Cela veut dire que ce n'est même pas la peine de perdre notre temps à croiser les bras, à attendre quoi que ce soit. M. Ouattara, non, on attend la décision. Très bien. Elle ne viendra pas. Même si elle venait, elle ne sera pas respectée. M. Ouattara ne l'appliquera pas. Nous sommes avertis. Mais je voudrais aussi, toujours m'adressant à la société ivoirienne, à l'opposition, à la société civile, je voudrais, M. Ouattara nous fait voir en réalité que il y a des états de droit. Et puis il y a état de droit. C'est-à-dire que dans un état de droit normal, on ne discute pas. Parce que état de droit, là, ça veut dire quoi? Les spécialistes du droit vous diront, mais ce que, en tant que militant des droits de l'homme, j'ai pu retenir de mes cours que j'ai lus, l'état de droit, c'est deux choses. La primauté du droit et le respect des droits de l'homme. Ce n'est pas compliqué. La primauté du droit, cela veut dire que toute la société, les dirigeants, du premier dirigeant jusqu'au dernier, tout le monde est soumis à la loi. La loi, c'est la norme des normes. C'est la norme dans l'état de droit. Et tout le monde est soumis à l'état de droit, au droit. Tout le monde est soumis à la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Nul n'est en dessous de la loi. Nous sommes tous soumis à la loi. Par le comportement de M. Ouattara, nous comprenons qu'on n'est pas dans un état de droit.
Nous sommes vraiment sous un régime spécial que nous qualifions de dictatorial. La volonté du monarque, la volonté du roi, la volonté du chef, elle est au-dessus de toute loi. Et même le chef, il va plus loin. Ce M. Ouattara là, pour instrumentaliser la justice pour atteindre ses objectifs. Lorsqu'il veut frapper un opposant, il utilise la justice pour l'intimider, pour l'interpeller. M. Assoadou est convoqué, M. Michel Gbagbo est convoqué. Il s'amuse avec la justice. Parce que s'il était respectueux de la justice, quand une décision de justice internationale descend dans le pays, quand tu as tort, tu l'appliques. Quand tu as raison, tu l'appliques. Donc, chers amis, la leçon qu'il faut en tirer, c'est que finalement, dans la société de M. Ouattara, et même dans la société de façon générale, finalement, ce sont les rapports de force qui comptent. Et en la matière ici, ça va être un rapport de force politique qui va l'emporter chez M. Ouattara. Voilà où nous nous trouvons aujourd'hui. Une décision de justice tombe. Il dit, j'ai le rapport de force. J'ai la police, j'ai la gendarmerie, j'ai l'armée. Je m'impose. Il sera jugé. Et il sera condamné. De la même manière que j'ai jugé, j'ai condamné le président Laurent Gbagbo à 20 ans. De la même manière que j'ai jugé, j'ai condamné M. Blé Goudé à 20 ans. Qu'ils sortent aujourd'hui de la CPI, ici, ils sont condamnés. C'est moi qui commande. C'est ma justice qui commande. C'est ce que M. Ouattara nous dit. Cela devrait nous servir de leçon. Donc ce premier point a été un peu long parce que ça nous donne de voir à qui nous avons affaire. Si nous avons affaire à quelqu'un qui respecte la loi, qui respecte même la constitution de la Côte d'Ivoire, parce que ce que nous disons là, c'est ce que la constitution impose à la Côte d'Ivoire. Le dirigeant, lui, s'en fout. Donc ce n'est pas la peine de rester là à gloser et puis à nous comment dirais-je, à nous frotter les mains et tout ça. Non. Si nous voulons que notre pays soit restauré et que la démocratie et l'état de droit soient respectés dans notre République, il faudrait que nous soyons à même de défendre les valeurs de la République, les valeurs de l'état de droit. Pour restaurer l'état de droit, protéger les droits de l'homme, protéger la paix dans notre pays. Je tenais vraiment à le dire. Maintenant, il y a quand même quelques petites leçons en finissant sur le sujet d'actualité. J'ai un petit message quand même à adresser à mes amis Guillaume Soro et ses amis. Je dis amis parce que dans le contexte où nous nous trouvons aujourd'hui, nous sommes bien obligés de parler de la même voix, de parler ensemble. Le président Laurent Gbagbo parle avec le président Henri Konan Bédié pour les besoins de la cause. Les fils du pays sont obligés de se resserrer les coudes pour aller de l'avant. Et en tant que membre de EDS, la coalition qui se réclame du président Laurent Gbagbo, nous sommes en phase avec la coalition que dirige le président Henri Konan Bédié. Néanmoins, j'allais dire toutefois, bien que membre de cette coalition, Grad Afrique, que je dirige, groupe de réflexion et d'action pour la démocratie et les droits de l'homme, se donne de temps en temps quand même le droit de donner un avis qui n'engage que Grad Afrique. Et sur la question, j'ai vraiment apprécié les réactions des partisans de M. Guillaume Soro, son avocate et membre du GPS, Mme Afoussi Bamba Lamine. J'ai vu sur les réseaux sociaux. Et il y a une petite réflexion qui nous vient. J'allais dire une ou deux. La première réflexion, c'est de dire, finalement, la prise des armes ne valait même pas la peine. Finalement, c'était même pas nécessaire de prendre des armes. Oh, vous allez me dire, oui, mais ça c'est dépassé, Guillaume Soro demande pardon. Oui, aussi longtemps qu'il demande pardon,
aussi longtemps qu'il devra souffrir de ce que nous puissions exprimer, ce que nous avons toujours dans le cœur. Parce que ça a été du gâchis. Pourquoi? Parce que, regardez, M. Ouattara, là, quand on le décrit aujourd'hui, quand j'entends les prosoro décrire M. Ouattara, mais il est pire, 1000 fois pire que M. Laurent Gbagbo que vous aviez dépeint, plus ou moins dans les mêmes termes. Mais aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'il y a pire, c'est plus grave. Mais on ne prendra jamais les armes contre M. Ouattara. Ce n'est même pas conseillé. Même si M. Guillaume Soro le voulait aujourd'hui ou demain, on ne serait jamais d'accord avec lui. Et pourtant, il y a d'autres moyens de l'attaquer pour pouvoir gagner, avoir raison de lui. Par exemple, vous avez saisi une juridiction internationale qui a cassé sa décision. Et dans la honte, il veut maintenant aller plus loin. Et bien évidemment, on se donnera d'autres moyens démocratiques pour aller aussi plus loin que lui. On n'a pas besoin des armes. Rien ne se règle par les armes, parce qu'avec les armes, on fait plus de mal. On fait mal à des innocents. Et voilà pourquoi nous ne sommes pas d'accord, ni aujourd'hui ni demain, avec ce que M. Guillaume Soro et ses amis ont fait à la République. On en a mal. Et moi, personnellement, en tant que militant des droits de l'homme, j'ai le cœur brisé devant ce qui a été fait. Donc, c'est pour cela que quand je me retrouve sur les plateaux télé avec, comment dirais-je, M. Niamsi et tout cela, c'est amicalement que nous débattons. Mais dans l'amical, il ne faut pas nous priver de nous dire les vérités. Il y a une erreur grave qui a été commise, qui n'aurait jamais dû se commettre. Et qui a été commise. Et malheureusement, je le dis parce que je dois le dire. Et aussi longtemps que j'aurai l'occasion de rencontrer les amis, on va rire, on va boire ensemble pour la Côte d'Ivoire de demain. Mais vous allez souffrir de ce que nous puissions vous dire, ce que nous avons au-dedans de nous. Parce que vous avez fait mal à la patrie pour rien du tout. Regardez aujourd'hui, regardez. C'est pour cela que mon deuxième livre s'intitulait « La guerre d'Abidjan ». Elle n'aurait jamais dû avoir lieu. Jamais, ça n'avait même pas de sens. Ça n'avait pas de sens. Et donc, je voulais vraiment le dire pour dire que on peut trouver d'autres moyens de combattre tout dictateur sans forcément en arriver à la prise des armes. Première leçon politique que j'envoie à l'équipe de Guillaume Soro et à ses amis pour dire que c'est regrettable. Continuons de le regretter. Deuxième élément que j'envoie donc, c'est de dire aussi que il faut que M. Guillaume Soro se libère bien. Parce que par moment, il y a des prises de position, des propos qui nous font... On reste un peu sur notre faim quant à croire totalement au fait que son deal avec M. Ouattara est rompu pour de bon. C'est-à-dire que de deux choses l'une. Si on veut faire du tango, c'est-à-dire, bon, je suis adversaire à M. Ouattara, mais on ne sait jamais. Bon, à cette allure, voilà. Et nous, selon l'adage qui dit, qui a trahi, trahira. Donc on se méfie. On se dit, Guillaume Soro est de l'opposition, il est déterminé, mais on se méfie. Puisqu'il y a eu un deal. Le deal s'arrête où? Le deal est comment? Est-ce que le deal finissait? Est-ce que même tout ce qui se passe, mais ce n'est pas dans le deal? On peut se permettre de le dire. On peut se permettre d'y penser. C'est à vous de nous démontrer que le deal est mort. Et que l'opposition à laquelle appartient désormais M. Guillaume Soro, il y est déterminé pour de bon, jusqu'au bout. On a besoin de cela de temps en temps. Même dans le cadre du président Henri Konan Bédié, il y avait des temps, même des journalistes continuaient de poser des questions. Et chaque fois, je citerai deux de ses collaborateurs du président Henri Konan Bédié, notamment le ministre Bion, Jean-Louis, et puis le ministre Guy Kahué, qui sont chaque fois revenus pour dire, là où nous sommes arrivés, c'est sans retour. Parce que le PDCI est déterminé à aller jusqu'au bout. Voilà des propos qui rassurent tout le monde et qui font qu'on peut quitter dans la suspicion. Donc je reviens là-dessus de façon à ce que ce soit clair dans l'esprit de M. Guillaume Soro qu'avec ce qui se passe, ce que lui-même il subit de temps en temps, parce qu'une fois, quand ça a commencé, après le mandat d'arrêt, il a dit, je vais tout déballer, je vais parler.
Et puis après, il dit, il y a des chefs d'État qui m'ont appelé, qui m'ont demandé de mettre balle à terre, etc. Ça nous fait tilt. Et donc, on est ensemble, mais il y a encore quelques suspicions, quelques doutes, quelques méfiances. C'est au président, l'ex-président du Parlement ivoirien et à toute son équipe de rassurer vraiment les Ivoiriens, parce que jusqu'au bout, on se dit, on ne sait jamais, on ne sait jamais. On peut se palabrer avec un mentor, mais à tout moment, on peut toujours revenir à son mentor, parce qu'il y a eu un chef d'État qui nous a réconciliés, etc. C'est la politique, hein. Et de ce point de vue-là, nous, en tant que Grande Afrique, on attire toujours l'attention des uns et des autres. Mais avec ce qui se passe, si vous voulez qu'on fasse un front commun, un bloc commun, il faut que chacun accepte de rompre les liens bidons, bizarres, des deals avec M. Ouattara. Et puis en ce moment-là, nous tous, on s'engage pour que ce monsieur quitte notre pays, quitte la tête de la Côte d'Ivoire et que nous puissions regarder de l'avant. J'ai voulu le dire parce que ne pas le dire, c'était être un peu hypocrite. Alors je l'ai dit. Le second point de l'actualité, c'est un peu la Cour pénale internationale qui s'amuse un peu avec le dossier Laurent Gbagbo. Et on a voulu dire un mot là-dessus. Alors, les juges de la Cour d'appel à la Cour pénale internationale, la CPI, ont programmé une audience ils ont dit du 11 au 13 mai 2020 à La Haye. Bon. Très vite, la procureure est venue pour dire non, nous demandons le report. Parce qu'il y a le coronavirus. Et donc, nous demandons le report. Et puis, la défense du président Laurent Gbagbo est allée dans le sens de la procureure. La défense de du ministre Charles Blé Goudé est allée dans un sens contraire. Et donc, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Et pendant ce temps, il y a des vidéos qui circulent, qui disent le président Laurent Gbagbo est libéré définitivement, le ministre Charles Blé Goudé est libéré définitivement. Il y a tellement de bruit qui court. Et donc, j'ai voulu dire, au nom de Grande Afrique et de la FIDOP, j'ai voulu dire un mot sur ces questions-là. Pour nous, d'abord même, je voudrais vous faire ce témoignage. Et vous allez comprendre un peu notre position. Alors, depuis qu'il y a ce flou-là, il y a beaucoup d'appels qui nous parviennent. Les gens appellent de partout pour s'informer. Donc nous-mêmes aussi, on est obligés de s'informer pour mieux informer les personnes qui nous appellent. Et donc, il y a quelqu'un qui m'appelle, un de mes amis, un ami sur WhatsApp, qui appelle son prénom, je crois que je ne sais pas si c'est son prénom, en tout cas, il s'appelle Brahima. J'étais l'autre nom, parce que mon but, ce n'est pas de le faire reconnaître. Mais il est guinéen, il n'est pas ivoirien. Et il m'appelle. Donc, parmi tous les appels, mais je le cite parce que c'était un témoignage assez fort. Il y en a deux ou trois comme ça, mais je m'arrête sur lui parce qu'il n'est pas ivoirien. Et le monsieur il y a tellement d'émotions dans son intervention. Il dit, Docteur Bouga, vraiment merci. Merci aux Ivoiriens. Merci, ils sont libres. Ils sont libres. Et puis, je vois de quoi il veut parler. Ils sont libres. Et puis, il est en pleurs. Donc, je n'ai pas le temps de lui dire, mais... Parce que je sais de quoi il s'agit. C'est la vidéo qui circule. La vidéo de leur libération. Ils sont libérés. Et tout. Donc, le monsieur, il a vu ça, il est en larmes. Et il m'appelle.
Et je n'ai pas le temps de lui dire, mais de quoi vous voulez parler exactement? Parce que il faut faire un peu attention. Non! Il est en pleurs, et jusqu'à ce qu'il finisse de pleurer, il n'a pas fini et il coupe la communication. Je sais qu'il va voir cette vidéo. Et je voudrais m'excuser auprès de lui parce que je n'ai pas eu le temps de lui dire, que ce sont des fake news, c'est pas la réalité, etc. Donc qu'il m'excuse, mais qu'il comprenne qu'il n'en est rien. Il n'y a aucune décision qui soit encore tombée de la CPI. Ce sont des vieilles images montées, soit celles du 15 janvier 2019 où l'acquittement a été prononcé, soit ce sont celles du 1er février 2020 où, 2019, pardon, 1er février 2019 où ils sont sortis totalement de la prison. Mais pourquoi je commence par ce témoignage-là, parlant du dossier de la CPI? Je voudrais dire aux Ivoiriens et à toute l'équipe du président Laurent Gbagbo et du ministre Chablé Goudé que à la barre, à la CPI, c'est le président Laurent Gbagbo seul qui est convoqué. C'est le ministre Chablé Goudé seul qui est convoqué. Donc ils sont seuls devant le truc. Ce sont eux qui sont jugés. Mais ils ne sont pas les seuls à être jugés à la vérité. C'est une partie de la Côte d'Ivoire. C'est toute la nation ivoirienne dans une grande proportion qui est jugée à la CPI. Le président Laurent Gbagbo et le ministre Chablé Goudé sont des symboles de toute la partie ivoirienne qui croit en la République de Côte d'Ivoire, qui lutte pour la souveraineté de cette nation. C'est une partie des Africains, parce que le monsieur qui m'a appelé et qui est en larmes et qui va suivre cette vidéo, monsieur Brahima B. C'est un Africain, il n'est pas ivoirien, il est guinéen. Il y a des Camerounais, il y a des Béninois, des Togolais. C'est toute l'Afrique qui attend ce procès, qui attend le verdict, qui attend de voir que les fils d'Afrique qui ont été jugés et qui ont été acquittés doivent pouvoir regagner toutes les libertés, doivent pouvoir regagner tous leurs droits en tant que citoyen libre. Parce que le droit, dès l'instant où une personne est acquittée, elle n'a plus le droit d'être soumise à une liberté conditionnelle. C'est un plaidoyer que je fais pour dire à nos avocats, au conseil du président Laurent Gbagbo et au conseil du ministre Chablé Goudé, quelles que soient les élucubrations de la procureure qui veut jouer avec le temps, nous on n'a pas de temps à perdre. Nous n'avons pas le temps à perdre parce que c'est une nation qui attend ses leaders. C'est une nation tout entière qui a le souffle suspendu. Depuis 10 ans, il y a des Ivoiriens qui sont suspendus. Ils sont au Ghana, ils sont au Bénin, ils sont au Togo. Et chaque jour qui passe, chaque heure qui passe, en rajoute à la souffrance de ces populations-là. Le plus tôt, le président Laurent Gbagbo sera libéré, le plus tôt, la Côte d'Ivoire sera libérée. Alors, de grâce, aidez nos leaders, aidez-les à sortir de là au plus tôt. Je ne vais pas demander, je ne vais pas supplier la procureure, parce que la procureure, Mme Fatou Bensouda, est dans son rôle. Elle est dans le rôle des grandes puissances qui ont voulu maintenir ces leaders-là à la CPI. Mais ils ont été vaincus depuis le 15 janvier 2019. Ils ont été vaincus parce que la CPI a échoué, parce que la communauté internationale a échoué, parce que la vérité a éclaté, parce que la vérité est une. Cette vérité-là, c'est que le président Laurent Gbagbo est poursuivi pour rien. Rien du tout. Et maintenant, de toute façon, aujourd'hui, on est à l'aise pour le dire. Parce qu'il a été acquitté. Ce n'est pas une cour dirigée par Dr Boga, ni par Pascal Lobo, ou bien Christian Vabé. Non. C'est la Cour pénale internationale qui les a acquittés. Alors, s'ils sont acquittés, donnez-leur leur liberté. S'il vous plaît. Parce que la Côte d'Ivoire attend, hein. Et la Côte d'Ivoire, ses fils ont le droit d'agir, d'intervenir, de peser sur la politique de leur pays. Et donc,
c'est un message que j'envoie encore une fois à Maître Altit. Je l'avais déjà fait pour le compte de Grande Afrique, lorsque la procureure avait demandé un temps supplémentaire et Maître Altit avait soutenu cette demande-là et les juges, Dieu merci, avaient tout rejeté. Je voudrais vraiment que les différents conseils aident nos leaders à gagner du temps. Chers amis, gagnons du temps. L'audience qui avait été fixée du 11 au 13 mai, l'audience là, ce n'est pas nous qui l'avons fixée, ce sont les juges. On était en plein corona, c'est au mois de mars qu'ils ont fixé cette audience-là. Donc, l'audience ayant été fixée en plein coronavirus, ça veut dire qu'ils ont pensé à tout. Donc, c'est à nous qui sommes demandeurs, nous qui voulons que nos leaders sortent. À la limite, on peut dire, bon, messieurs les juges, vous avez convoqué, nous sommes prêts à y aller, mais par exemple, le président Laurent Gbagbo, qui a un certain âge, il ne pourra pas se déplacer, donc programmer l'audience, mais nous viendrons en tant que les avocats. On a déjà même assisté à des audiences où le président Laurent Gbagbo n'était pas présent. Donc, ça peut se passer. Ou bien, à la limite, trouver un moyen pour qu'on le fasse par écrit. Mais bon, on ne peut pas se déplacer. Des choses comme ça. Donc, voilà un peu ce que je voudrais pouvoir dire là-dessus. Mais retenons en tout état de cause que c'est une souffrance pour le peuple de Côte d'Ivoire. C'est une souffrance pour toute l'Afrique. Ces personnalités sont acquittées. Elles ne méritent pas de traîner encore en dehors de leur pays. La CPI n'a qu'à sortir du débat ivoirien parce qu'elle a échoué. Et puis le reste là, on va régler ça à Abidjan, en Côte d'Ivoire avec M. Ouattara. Il dit qu'il les a condamnés à 20 ans chacun. On va gérer ça entre nous. Mais la CPI n'a qu'à sortir parce qu'elle a échoué. Et puis le reste, on va voir ça sur le terrain. Voilà ce que je voulais pouvoir dire sur cette question de la CPI. Je voudrais très rapidement maintenant passer au deuxième point. Le deuxième point qui est que, comment dirais-je, nous avons le Covid-19. Et parlant du Covid-19, je vais pas perdre trop de temps là-dessus, mais il y a un certain nombre d'éléments sur lesquels je vais insister. Mesdames et messieurs, le coronavirus, il est étranger à l'Afrique. C'est un virus qui est étranger à beaucoup de pays. Et les spécialistes qui travaillent dans le dossier, en tout cas dans le monde entier, ils nous ont bien fait comprendre que le Covid-19 là, il rentre dans les pays par importation. Alors, nous accusons le gouvernement de Côte d'Ivoire, Gon Coulibaly et le chef de l'État de mal gérer ce dossier Covid-19. Pourquoi? Je vous donne quelques points. 1. Qui est responsable de l'introduction et de la propagation du Covid-19 dans le pays? Qui est responsable? En premier, on pourrait citer M. Gon Coulibaly. On pourrait citer M. Gon Coulibaly. Parce qu'il est le chef du gouvernement. Si le virus qui est à l'extérieur est entré dans le pays, qui est responsable? C'est le gouvernement. C'est que le gouvernement n'a pas su prendre à temps les dispositions pour que le virus extérieur là rentre dans l'intérieur, dans le pays. C'est le gouvernement qui est responsable de cela. 2. Le 17 mars 2020, 2 avions, l'un arrive avec une soixantaine de Chinois. Sans aucune mesure spécifique, on leur permet de regagner leur domicile. C'est léger. C'est léger. Surtout que le virus, il vient de la Chine. Donc, en permettant à ces gens de rentrer en famille, on les accompagne même, on les escorte même pas. Pour voir si en chemin, ils ne s'arrêtent pas. Parce que les scientifiques l'ont dit. Il y a des personnes qui sont saines de visu, mais qui sont porteuses du virus. Donc, moi-même qui suis assis là aussi longtemps que je n'ai pas fait le test, je peux être un porteur sain. C'est comme ça que les scientifiques appellent cela. Donc, c'est léger. Les gens arrivent, ils sont rentrés chez eux, ils vont faire un confinement. Est-ce que vous les avez accompagnés pour que le confinement se fasse? Pourquoi vous avez été aussi léger, M. Gon Coulibaly? Pourquoi vous avez été aussi léger?
Et aujourd'hui, vous dites qu'il y a un certain nombre de morts. Mais qui est responsable de ces morts-là? Mais pour les Chinois encore, ça va. Mais là où vous vous dévoilez, M. Gon Coulibaly, c'est lorsque, dans la même journée du 17 mars, le soir, un avion de Air France arrive à son bord avec des compatriotes. Et on dit à nos compatriotes, vous allez vous confiner à l'INJS. Mais en temps, on trie. Parmi ces personnalités, on trie. Et ceux qui sont les fils, les proches des personnalités, on leur dit, rentrez chez vous. Rentrez chez vous. Non? Et puis bon, ça fait honte, ces choses-là. Bon, il y a l'un de nos artistes qui ne cesse de demander pardon, mais c'est malheureux et c'est pas bien. C'est malheureux et ce n'est pas bien. Et c'est comme ce est de la bouche d'une ministre de la République, pour ne pas la nommer Anne Oleto, elle dit à la face du monde que c'est une décision du Premier ministre de permettre, qui a demandé que ces personnes regagnent leur domicile pour faire leur confinement à domicile. Voilà. Donc, celui qui est responsable de l'introduction et de la propagation du coronavirus en Côte d'Ivoire, c'est M. Gon Coulibaly. C'est lui. C'est lui. Il ne faut pas chercher ailleurs, c'est lui. C'est lui qui dirige le gouvernement, c'est le patron du ministre de la Santé et c'est lui qui a dit laissez-les rentrer. Et c'est moi-même qui vous autorise à les laisser rentrer. Vous avez mis la Côte d'Ivoire en danger. Vous avez mis les Ivoiriens en danger. Bon, maintenant que les Ivoiriens sont en danger, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez des mesures. Bon. D'ailleurs, il y a eu trop de petites erreurs au niveau du confinement. Mais je ne peux pas passer mon temps à analyser ces petites erreurs-là. Mais c'est quand même gros. Quand on dit, par exemple, que Abidjan est bouclé, pour sortir d'Abidjan, il faut aller prendre un laissez-passer. Allez-y à l'école de police. Je me demande pourquoi à l'école de police? Pour éviter qu'il y ait des rassemblements de plus de 50 personnes, comme la loi, la décision gouvernementale l'indique. On peut décentraliser l'obtention, la délivrance des laissez-passer. Et si le laissez-passer, on a besoin d'argent pour ça. On peut dire aux différents préfets, on peut même dire au commissariat, allez-y au commissariat, prendre votre laissez-passer si vous voulez sortir d'Abidjan. Si c'est justifié, le commissaire de police vous donne l'autorisation. Non, allez à l'école de police. Et on va à l'école de police. L'école de police, là, on est à Cocody. Cocody, où se trouvent les personnes en général qui sont arrivées d'Europe et tout cela. Puisque c'est le quartier chic du pays. Bon. Donc, les personnalités sont concentrées à Cocody. Vous les envoyez à Cocody. Là où, à Yuran, on a bouclé tout un pays. Ça veut dire que Cocody, on aurait pu boucler tout Cocody. Que Abidjan même aurait vécu tranquille. On peut verrouiller Cocody, Abidjan aurait vécu tranquille. Mais non. Vous les envoyez à l'école de police. Et puis dans les bousculades, les gens se bousculent. On ne respecte plus les 1 mètre de distance, rien du tout. Et petit à petit, le chiffre des contaminés se démultiplie jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on en soit là. Donc, la responsabilité personnelle du Premier ministre est engagée. Et dit que ce Premier ministre est candidat, un monsieur qui nous met en danger, qui met la population en danger. Et puis donc vouloir, comment dirais-je, diriger la Côte d'Ivoire pleinement demain, il y a de quoi être inquiet. En tout cas, merci beaucoup à Prisca Edwige. Oui, quand on prend des décisions, au passage, je salue la FIDOT France, dont les membres sont tous connectés et tout. Et donc, qui rappelle, quand on prend une décision, quand un gouvernement prend une décision, il doit être le premier à l'assumer. Il faut assumer les décisions prises par le gouvernement. Et là, c'est vraiment malheureux parce que on prend une décision et puis on ne la respecte pas. On a quelque part multiplié les moyens de contamination et de propagation de la maladie dans la Côte d'Ivoire. Mais j'ai toujours sur le coronavirus 2 autres points encore. Il se trouve que dans le coronavirus, il y a beaucoup d'argent qui circule. Hein. Dans le coronavirus, là, il y a trop d'argent qui circule. Il y a trop d'argent qui circule. Et là-dessus, je vais parler un peu de... J'ai suivi un peu la ministre
C'est la ministre de la solidarité, non? Oui, je crois que c'est ça. Bon, il y a plusieurs autres titres, mais je retiens la ministre de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, bon, je sais pas moi quoi. Bon, bref, la ministre de la solidarité. Je l'ai vue à la télévision et puis j'ai noté dans son visage la souffrance. La souffrance, dans quel sens? Les difficultés qu'elle a pour expliquer comment les 13,3 milliards de francs vont être distribués à un certain nombre de familles. À un certain nombre de familles. Et sur le plateau, je la voyais peiner de répondre à la question essentielle. Sur quelle base les familles sont-elles choisies? Sur quelle base? Sur quelle base? Et la ministre dit, ah non, 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 il y a des comités de veille, il y a des groupes qui se mettent ensemble, qui vérifient les familles. Donc, c'est vraiment, c'est transparent, c'est clair. Je dis, oh, la pauvre ministre, elle se débat. Maintenant, la ministre, Marietou, je crois, si vous souffrez, parce que vous dites que vous avez lu sur les réseaux sociaux, que les gens doutent. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer, chère madame. Pourquoi les gens doutent? Pourquoi les Ivoiriens doutent? Ce n'est pas de vous, personnellement, que les Ivoiriens doutent. Mais c'est tout le système, c'est votre régime qui fait douter les Ivoiriens. Les Ivoiriens ont perdu confiance dans votre RHDP. Pourquoi? Mais je vous donne deux exemples. Premièrement, c'est votre président du RHDP, là, le chef de l'État Alassane Ouattara, qui a dit que lui, il fonctionne par rattrapage ethnique. Quand un président de la République dit qu'il fonctionne par rattrapage ethnique et que c'est rentré dans le subconscient des Ivoiriens, quels que soient les actes que vous allez poser dans le pays, on considère que c'est du rattrapage ethnique. On considère que vous le faites par ethnie. On considère que vous distribuez l'argent par ethnie. On considère que vous envoyez l'argent à vos parents par ethnie. Chère madame la ministre, c'est cela. Si vous souffrez pour chercher les mots, pour rassurer les Ivoiriens, pour dire non, on est crédible, on distribue l'argent de façon juste, sans parti pris, c'est faux. C'est le rattrapage ethnique qui continue. Et je vais plus loin. Je vais vous citer vous-même, chère madame la ministre Marietou Kone. Sur les mêmes réseaux sociaux là, j'ai vu une vidéo où vous étiez vous-même au téléphone et vous parliez à une dame qui a reçu les 25 000 francs CFA que vous avez partagés. Alors, regardez les propos que vous avez tenus. Bonjour madame, je suis madame la ministre Marietou Kone, ministre de la Solidarité. Je vous appelle de la part du président de la République, Alassane Ouattara, qui vous envoie 25 000 francs. Je m'arrête là. Oh, vraiment, l'Afrique, on va souffrir hein, avant d'arriver au niveau des Occidentaux. Là. On va trop souffrir. Parce que vous êtes ministre de la République. Bon, on sait que c'est M. Ouattara qui vous a nommé. Mais vous êtes au service de la République. Bon, les 25 000 francs là, c'est de l'argent de M. Ouattara. Est-ce que les 25 000 francs que vous partagez, c'est l'argent de M. Ouattara? C'est l'argent de la République. C'est l'argent de l'État. Ou bien même, peut-être même que ce sont des bailleurs de fonds à l'extérieur. Parce que le coronavirus est mondial, donc il y a des aides qui viennent de partout. Vous distribuez cet argent pour aider des familles au nom de l'État de Côte d'Ivoire. Au nom de la République. Est-ce que vous pouvez au moins faire un effort pour arrêter de faire de la politique, pour arrêter de faire de la campagne? M. Gon Coulibaly partageait du riz avec sa photo. Il partageait les kits avec le RHDP. Donc vous aujourd'hui, vous venez encore, vous prenez votre téléphone pour dire aux gens, madame, je vous appelle de la part du président de la République qui a pitié de vous et qui vient qui dit de vous donner 25 000 francs. C'est son argent. C'est l'argent de M. Ouattara.
Même si c'était l'argent pris dans la caisse de la souveraineté présidentielle, ce n'est pas de l'argent de M. Ouattara. Mais la façon de le dire, est-ce qu'il vous arrive de temps en temps de regarder comment fonctionnent vos collègues ministres ailleurs? Est-ce que vous voyez de temps en temps comment ça fonctionne en France, en Belgique, en Italie, aux États-Unis? Est-ce que vous voyez ça un peu? Est-ce que vous avez déjà entendu un ministre dire bonjour, Monsieur Philippe, bonjour, Madame Philippe, bonjour. Je vous appelle de la part du président de la République Macron qui vient vous donner 25 000 francs. Est-ce que vous avez déjà entendu cela? Monsieur Macron a de l'argent à donner aux Français. Il a de l'argent à distribuer. C'est l'argent de la République. À tout le moins. Sinon, ce sont des aides qui viennent de l'extérieur. Donc, ça dépend de la façon dont vous servez la République. Vous savez, j'ai écrit ce livre. J'ai écrit ce livre qui s'intitule Afrique Liberté. Les conditions pour une Afrique libre et émergente. C'est écrit. Conditions pour une Afrique libre et émergente. Ce livre-là, il a été publié par les éditions universitaires européennes en Allemagne. Vous allez sur Amazon et puis vous tapez là-dessus Dr Boga Sako Gervais, Afrique Liberté, conditions pour une Afrique libre et émergente. Dans ce livre-là, il y a un chapitre qui va vous servir, Madame la ministre. Là-dedans, dans ce chapitre, je m'adresse aux cadres africains, à tous les cadres africains qui, une fois nommés par un président de la République, ne fonctionnent, ne travaillent, ne servent que les intérêts du président de la République, plutôt que de servir la République. Le président, M. Ouattara vous a nommé, mais il ne vous a pas nommé pour le servir. Il vous a nommé pour servir la République. Donc oui, on peut être nommé par quelqu'un, mais on est nommé pour servir les Ivoiriens. On est nommé pour servir la République. Donc, tout ce qu'on fait, c'est dans l'intérêt de la République. Et si le président de la République n'est plus content de vous, parce que vous ne chantez pas ces salamalek, vous ne faites pas les salamalek tous les matins, mais qu'il se départisse de vous. Non, mais vous ne pourrez pas. Parce que nommer ministre, mais c'est qu'on a atteint le ciel. Mon Dieu, en Afrique, quand on vous nomme ministre, vous avez atteint le ciel, le paradis. Arrêtez un peu. Donc, je cite cela parce que vous allez souffrir pour dire aux Ivoiriens que vous faites tout dans la transparence, il n'y a pas de tricherie. Non. Votre président dit que c'est du rattrapage ethnique. Aussi longtemps que vous serez au pouvoir, c'est du rattrapage ethnique. Et puis vous-même, quand vous prenez votre téléphone pour appeler les familles pour dire c'est le président de la République qui me demande de vous donner 25 000 francs. Ce n'est pas son argent, c'est la République que vous servez. C'est l'État du pays. Pourquoi vous voulez toujours faire de la politique? Vous voulez toujours faire de la campagne électorale? Arrêtez un peu. Ça nous fatigue. Chaque matin, on ne va pas avaler la politique. On va avaler quand même vos chansons. Non, les présidents là, c'est le peuple qui les vote. Donc arrêtez. La conclusion sur le coronavirus. Sur ce point de l'argent qui circule, je vais vous garantir une chose. Chère Madame la ministre, et j'en aurai fini. Tous ces comptes-là, on va les auditer demain. Sachez que tout cet argent-là, on va auditer cet argent-là demain. Si l'argent vient des bailleurs de fonds, on va leur demander de nous aider à auditer. Parce que c'est facile, hein? Vous avez distribué 25 000 dans les familles, non? De façon objective, non? Il n'y a pas de rattrapage ethnique, non? Toutes les personnes sont connues, non? C'est les plus pauvres, les plus vulnérables, non? C'est ce que vous avez dit, non? Très bien. Demain, on va auditer. Tout cet argent, les destinataires et les montants, en tout cas dans votre cas, on parle déjà de 13,3 milliards. Bon, il y en a plus dans d'autres circonstances, mais je m'en tiens à là. Donc, cette question-là, sachez que demain, on va auditer tous les comptes. Et c'est facile à faire. Si c'est l'argent des bailleurs de fonds, on va dire aidez-nous à envoyer des experts. On va prendre le temps que ça va prendre. Parce que la gestion de M. Ouattara, tous les milliards qui circulent, on va les auditer. D'ailleurs, il y a une réflexion que un président de la République a faite. Bon, je ne vais pas trop me hasarder là-dessus, mais il n'a pas tort. Il y a un président de la République qui dit, lui, dans son pays, il y a 25 personnes, il y a 20 personnes qui sont venues de l'extérieur. Il les a bouclés. Les 25 personnes là sont mises en quarantaine. Dans son pays, il n'y a pas de coronavirus.
Et puis, il n'y a pas de mort, il n'y a rien, et puis voilà. Parce que, et puis, donc, je l'ai écouté, au passage, hein, c'est sur les réseaux sociaux, donc, je parle un peu avec de la méfiance, prenons cela avec des pincettes, mais comme je le connais un peu, on le connaît un peu dans ce sens, c'est le président de la Guinée équatoriale qui l'a dit. Et il a ajouté que, en tout cas dans le papier que j'ai lu, lui n'a pas besoin d'inventer des chiffres pour avoir de l'argent de la communauté internationale. Et ça nous fait réfléchir pour dire, mais en réalité, beaucoup de pays peuvent inventer des chiffres, coronavirus, tout ça pour avoir des aides. Et puis, ça me fait sourire parce que ce n'est pas invraisemblable, ce n'est pas faux en tant que tel, c'est possible. Parce que depuis qu'il y a le coronavirus, je me dis, mais est-ce qu'on meurt encore du palu? Depuis que le coronavirus s'est déclaré là. On dirait même qu'il n'y a plus de palu, on ne met plus de palu. Tout est coronavirus. Bon, tout ça, bon. Enfin, je dis, dans le commun des mortels, on s'interroge. Parce que c'est vrai qu'il y a le coronavirus, mais quand on voit un peu le boucan que certains font, et puis maintenant, le président de Madagascar, il dit, bon, nous, on a réfléchi au plan scientifique, on a trouvé un remède. Non, 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 la communauté mondiale dit, non, nous, on ne reconnaît pas ton médicament. Lui dit, ben, je m'en fous de vous. Moi, j'ai appris. Mais les autres États africains, ils ne peuvent pas l'encourager, hein. Non, 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 ils ne peuvent même pas dire, bon, on va envoyer nos experts pour voir est-ce que vraiment... Non, 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 ça ne les intéresse pas. C'est tout ce qui vient de l'Occident, on prend. Donc, manque de solidarité en Afrique. Et puis, donc, le coronavirus est devenu un business de la communauté mondiale qui nous manipule et tout ça. Et tout le monde est d'accord, on est dedans. On ne réfléchit même pas par nous-mêmes. Non, on suit ce que l'Occident fait. Les cours vont s'ouvrir le 11 mai à Paris, en France. Ben écoutez, les cours vont commencer en Côte d'Ivoire le 18 mai. On suit aveuglément, on n'analyse rien. Waouh, l'Afrique. Et pour boucler la boucle, sur le corona, les Occidentaux ont dit confinement. Mais en Afrique, est-ce qu'on a réfléchi? On dit confinement, nous tous on s'est confinés. En oubliant qu'on n'a pas le même mode de vie que l'Occident. Donc, c'est-à-dire que l'Afrique, là, on est allé à l'école, on a étudié dans les mêmes écoles que les Blancs, et quand il y a un sujet qui arrive, on ne réfléchit même plus par nous-mêmes. On n'a pas de solution par nous-mêmes. Les Blancs décident de faire confinement, nous on fait confinement. On oublie que en Afrique, on vit au jour le jour. On se nourrit chaque heure. Le papa sort le matin, il va dans ce que nos étudiants, nos enfants appellent le Jossi. Il va et quand il revient le soir, c'est là qu'on mange. Donc s'il y a le confinement là, on mange quoi? On est bloqué. On est bloqué. Et c'est pour cela que j'ai apprécié, tellement je n'ai pas tort. La vérité est une. J'ai tellement apprécié la décision, une décision des juges de Malawi. Au Malawi, le gouvernement a décidé du confinement. La justice a été saisie certainement, soit elle s'est auto-saisie, ou bien elle a été saisie par les populations, les associations. Elle a rendu un verdict. Elle a cassé la décision du gouvernement du confinement pour une semaine. Le gouvernement avait donné une date. La justice du Malawi a rendu une décision pour dire non, le confinement est cassé, il faut proroger ça d'une semaine. Pourquoi? Parce que dans le confinement, là, il y a des gens qui vont mourir de faim. Les personnes qui ne sont pas dans le rattrapage, les personnes qui ne sont pas dans le rattrapage ethnique pour bénéficier des 25 000, donc celles-là, elles vont mourir de faim. Donc ces personnes-là, elles sont bloquées. Et c'est comme cela que la justice estime qu'on peut trouver une autre formule. Moi, je pense que si en Afrique, on avait réfléchi par nous-mêmes, même en appliquant le confinement, on aurait trouvé des méthodes. On aurait trouvé par nous-mêmes. Essayons d'être nous-mêmes. Essayons d'être africains. On a des réalités qui ne sont pas celles de l'Europe. En Europe, quand les gens parlent de confinement, mais parce qu'en Europe, là, dans une maison, chacun a sa chambre. En Afrique, chez nous, là, le lit, la natte, on partage ça à plusieurs. C'est ça nos réalités. Donc, quand il y a un phénomène mondial, comme une pandémie, on essaie de trouver au plan local comment s'adapter. Regardez aujourd'hui les masques.
Les masques aujourd'hui, on n'a pas bien allé en Chine. On a des tailleurs à tous les carrefours, dans toutes nos villes. On aurait pu, dès le début, si on avait réfléchi par nous-mêmes, on aurait peut-être commencé à fabriquer les masques. Que peut-être qu'on aurait réduit le temps du confinement. Parce que quand on a le masque, c'est une première protection assez élevée. Et puis après, il y a la distanciation. Ce sont les deux mesures assez sérieuses. Le masque et puis la distanciation. Et la troisième, se laver les mains. Donc, on aurait pu adapter à nos réalités. Malheureusement, on ne réfléchit pas par nous-mêmes. On ne réfléchit pas par nous-mêmes, on aime suivre tout ce qui vient de l'Europe. Voilà. L'Europe dit les cours commencent le 11 mai. La France a dit, en Côte d'Ivoire, vous avez fait quoi? Vous avez pris quelle disposition pour qu'on puisse reprendre les cours le 18? Donc vraiment, ce suivisme-là, il faut un peu l'arrêter et puis essayons de réfléchir par nous-mêmes. Très malheureusement, l'Afrique est un peu comme cela et c'est dommage. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, je termine cette analyse de ce jour par le dernier point qui est le fameux sujet du report de l'élection présidentielle. Je ne serai pas très long aujourd'hui parce que je vais revenir sur ce point-là, mais avec violence la prochaine fois. Donc retenez très bien que j'aurai à revenir sur la question du report de l'élection, mais à satiété. Parce que l'élection va être reportée. Obligatoirement, elle est même déjà reportée. Nous, on est convaincus de cela. Et déjà, le Premier ministre, Gon Coulibaly, qui a voulu tenter de nous apporter une réponse, il a fait une sortie hasardeuse dans laquelle il dit, oui, même si l'élection n'a pas lieu, la question de la Côte d'Ivoire est déjà réglée. La question de la gouvernance du pays est déjà réglée par la Constitution, son fameux article en question. Bon. Alors, vraiment, quand le Premier ministre cite l'article 59, il ne nous dit pas les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. Mais il évoque comme ça, oui, la stabilité du pays est déjà réglée. L'article 59. Monsieur le Premier ministre, vous savez, c'est pas vrai, hein? L'article 59, là, ça ne résout pas le problème. Dans la Constitution, ce sera difficile qu'on trouve un article précis qui nous dit que lorsque le dirigeant n'a pas voulu organiser l'élection, parce qu'il n'a pas voulu que toutes les conditions objectives soient réunies pour que l'élection ait lieu, il reste en poste. Il est toujours président de la République. Il n'y a pas un article comme ça dans la Constitution. Et donc, comme eux-mêmes ils savent que la question de la transition va se poser à eux, ils ont réfléchi par deux fois et ils ont appelé quelqu'un d'autre au secours. Le Premier ministre, certainement, a activé un autre monsieur que j'ai lu un peu ces jours-ci. C'est le fameux, j'allais dire le président provisoire est très contesté. Le président provisoire est très contesté de la commission électorale indépendante. M. Culbert. Et donc, M. Culbert Coulibaly, que je salue au passage parce que c'est une connaissance, c'est un ami. Bon, pas lui vraiment, parce qu'il faut restituer les choses. Moi, j'étais un peu plus proche, un peu plus ami, un peu à son patron, à son ex-patron, M. Kone Mamadou, l'actuel président du Conseil constitutionnel, qui a été à l'époque ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Et c'est en ce moment-là que je l'ai beaucoup fréquenté au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme quand j'étais au pays. Et d'ailleurs, c'est, comment dirais-je, voilà, c'est avec, j'allais dire, c'est sous le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Kone Mamadou, que la société civile est entrée à la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire. Donc, mes relations et mon amitié, j'allais dire, à cette époque-là, avec
le ministre d'alors, Kone Mamadou, aujourd'hui président du Conseil constitutionnel, est très, voilà, serein, tranquille. Et c'est en ce moment-là que je rencontre, puisqu'il était collaborateur, je crois, chef de cabinet ou DIRCAB du ministre Kone Mamadou. Donc, je connais M. Kulbert Koulibaly. Donc, je le salue au passage. Mais il n'en demeure pas moins qu'il est un président provisoire et très contesté de la commission électorale indépendante. Et ces jours-ci, il est sorti pour donner une phrase, pour dire, devant les journalistes, je suppose, jusqu'à preuve du contraire, l'élection présidentielle se déroulera le 31 octobre 2020. Jusqu'à preuve du contraire. Mais, cher monsieur, cher ami, il y a la preuve du contraire. C'est la preuve du contraire que tu voudrais avoir, la preuve du contraire. Parce que nous avons la preuve du contraire. M. Kulbert Madou, nous avons, M. Kulbert Koulibaly, autant pour moi, nous avons la preuve du contraire. Quelles sont les preuves du contraire qui confirment que l'élection ne peut pas se tenir le 31 octobre? Parce que faisons un travail un peu scientifique. Parce que vous êtes quand même magistrat, en hiérarchie, il me semble. Bon, la preuve du contraire, c'est que vous-même, vous êtes un président contesté. À partir du moment où vous-même, vous êtes à la tête de la commission qui est chargée d'organiser les élections, et vous êtes contesté. Parce que, attendez, M. Kulbert Koulibaly, vous n'organisez pas l'élection pour M. Ouattara. Vous organisez l'élection pour les Ivoiriens. Vous organisez l'élection de façon objective pour toute la classe politique, pour toute la société ivoirienne. Et il y a une bonne partie qui conteste votre nomination. Donc c'est déjà une preuve contraire de ce que l'élection ne peut pas se tenir. Vous, M. Kulbert Koulibaly, vous n'êtes pas crédible. Parce que vous n'êtes pas, j'allais dire, légitime pour diriger la CEI. Donc quand vous dites que jusqu'à preuve du contraire, l'élection se tiendra, elle ne se tiendra pas. Parce que vous êtes même contesté vous-même. Vous n'êtes pas légitime pour organiser l'élection. Donc je commence par là. Et vous et tous les membres de la commission, vous n'êtes pas légitime. On peut vous nommer sur décret. Mais ça, M. Ouattara peut faire ce qu'il veut. Mais vous n'êtes pas crédible. Vous n'êtes pas légitime pour organiser l'élection. Et je ne veux pas rentrer dans d'autres considérations pour savoir pourquoi vous n'êtes pas crédible. Pourquoi vous n'êtes pas légitime. Parce que simplement, on considère que vous êtes très proche de M. Ouattara. Et je m'arrête là, sans dire plus. Parce qu'on se connaît. On se connaît tous dans le pays. Je m'arrête là. Deuxièmement, le code électoral nouveau. Mais qui l'a appris? M. Ouattara assis dans son fauteuil, il prend une ordonnance, même pas le Parlement, même semblant même de prendre le Parlement ou bien non, une ordonnance, la loi électorale. Attendez, franchement, là où on a commencé des discussions avec l'opposition et la société civile, et on n'appelle pas toutes les parties pour dire où sont les désaccords. Non, le président de la République prend, lui seul, une ordonnance et puis la loi électorale. Mais attendez, même si c'est un monarque, si c'est un monarque, on va contester le monarque. Et il est contesté aujourd'hui. Donc c'est le deuxième point qui fait que l'élection ne peut pas se tenir. Mais encore le plus grave, le summum, c'est la liste électorale. Mais attendez, ça au moins c'est le b.a.-ba. Si en tant que magistrat, vous vous y connaissiez un peu dans le domaine électoral, vous savez un peu comment ça fonctionne, la liste électorale c'est l'élément essentiel. Mais qui figure sur la liste électorale? Est-ce que tous les Ivoiriens sont sur la liste électorale? On a près de 6 millions de personnes à pouvoir intégrer sur la liste électorale. Est-ce que cette liste électorale est fiable? Est-ce qu'elle est valable? Il ne s'agit pas de dire j'ai rendu visite au PNUD, je suis allé au PNUD, l'élection se tiendra. Non, cher monsieur. La liste électorale n'est pas du tout vérifiable, vérifiée, ni complète. Et ce n'est pas moi qui le dis, ils sont nombreux les Ivoiriens qui soupçonnent le régime Ouattara d'enrôler des non-Ivoiriens. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est vous-même. Hein, c'est un ministre, il ne sait pas comment il s'appelle, Adjoumani ou bien il ne sait pas moi quoi là, votre ministre Adjoumani là, qui a dit que votre régime, le régime RHDP auquel vous êtes
susceptibles d'appartenir. Il dit que ce régime-là ne se gêne même pas pour enrôler des non-ivoiriens pour aller à l'élection. Chers amis, c'est-à-dire qu'un citoyen lambda de la rue peut dire cela. Et puis on va dire on s'en fout. Mais quand un ministre de la République le dit, un ministre zélé, il le dit, nous tous, on est aux aguets. Cette liste électorale-là, elle n'est pas propre. Et donc, l'élection présidentielle ne peut pas se tenir le 31 octobre. J'ai voulu rappeler cela au président provisoire et très contesté de la commission électorale indépendante. J'ai voulu le lui dire, très amicalement. Donc, l'élection ne peut pas se tenir. Mais maintenant, quand l'élection ne peut pas se tenir, là, c'est une autre paire de manches. Et c'est dans cette deuxième phase que M. Ouattara, on se parlera et on se donne rendez-vous pour la prochaine fois. Et je ne suis pas pressé. Parce qu'on va sortir à M. Ouattara. Parce que souvent, M. Ouattara aime les défiances. Nous, on n'aime pas les défiances. Parce que nous respectons les institutions de notre pays. Même si les personnes qui incarnent ces institutions ne sont pas légitimes. Mais aussi longtemps qu'elles seront dans ces conditions-là, on est obligé de se soumettre. Et donc, le moment venu, nous ferons une autre émission, une autre vidéo spéciale pour pouvoir parler de la question après 31 octobre. Quelles sont les actions concrètes que nous allons mener? Ce ne seront pas des actions pour prendre les armes. On a déjà dépassé cela et on le condamne toujours. Je viens encore de parler à M. Guillaume Soro. Donc nous, on ne marche pas avec les armes. Mais on a des moyens forts que nous pouvons utiliser. Et c'est en cela que je m'avais dit aussi, en même temps que je parlerai très prochainement à M. Ouattara et à M. Gon Coulibaly sur l'après 31 octobre, si l'élection, elle n'a même pas lieu, avant de passer à l'étape, si le gouvernement, si le chef de l'État n'ont pas l'humilité d'appeler toutes les autres parties pour s'asseoir, pour voir ensemble comment on négocie pour que l'élection soit tranquillement reportée et que la Côte d'Ivoire reste stable et qu'on se prépare pour bien faire l'élection présidentielle, chers amis, on va se préparer pour obtenir cela. Et c'est en même temps un message à la fin de mon propos que j'envoie à la classe politique de l'opposition et même à la Côte d'Ivoire. Nous considérons qu'aujourd'hui, ce qui se passe en la Côte d'Ivoire, c'est une question de patriotisme, c'est une question nationale. On est meurtri de savoir qu'en 10 ans, notre pays a souffert de violations de toutes les lois, de toutes les normes, et les Ivoiriens en pâtissent chaque jour. Ils sont nombreux à nous appeler. Dans le pays, on ne respire plus. Tu n'as plus le droit de parler. On subit. Sauvez-nous. Aujourd'hui, les Ivoiriens font confiance à l'opposition. Ils font confiance à la société civile. Mais si chacun de nous refuse de jouer son rôle, les Ivoiriens devront prendre leurs responsabilités. Et en tout cas, en ce qui nous concerne, à la FIDECO, à Grande Afrique, on ne se gênera pas d'assumer nos responsabilités. Parce que le pays, les partis politiques, ce sont des associations privées. Les ONG auxquelles nous appartenons, ce sont des structures privées. Mais la Côte d'Ivoire, elle n'appartient pas à du privé. La Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. Donc c'est un message qui s'adresse et qui s'adressera à tous les Ivoiriens. Au moment venu, nous en parlerons. Mais pour l'heure, allons-y étape par étape. Que Dieu bénisse toujours notre pays. Que Dieu fasse que notre pays soit solide. Et qu'à partir de tous ces soubresauts, à partir de toutes ces crises, naisse une Côte d'Ivoire nouvelle. Un Ivoirien nouveau qui aime son pays et qui aime les institutions de son pays. Et qui veut que son pays soit incarné par des personnalités crédibles et valables pour être des exemples pour nos enfants et petits-enfants. Ce pays est trop riche. Ce pays a trop de potentiel. Et pourtant, les Ivoiriens souffrent. Mais Dieu, il n'a pas encore dit son dernier mot. Que Dieu vous bénisse.